Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, spécialiste du monde arabe. Vous avez signé dernièrement Antiterrorisme, la traque des djihadistes, coécrit avec Jean-François Ricard-Cheplon. Vous venez ce matin, Gilles Kepel, au lendemain de la mort de l'ayatollah Khamenei, tué dans cette offensive prévue, attendue, espérée par les Iraniens. Opération conjointe des Américains et des Israéliens sur plusieurs points stratégiques du régime des Mollahs. Une attaque qui a là aussi, comme prévu, donné lieu à une riposte immédiate de Téhéran visant plusieurs pays de la région. Et là aussi, c'était prévu. Le risque d'une guerre régionale, un embrasement généralisé de cette zone du monde. Va-t-on vers ce scénario alors que de nouvelles frappes ont lieu encore ce matin? Et donc avec vous ce matin, nous allons analyser à froid la genèse de cette attaque, ce qu'elle produit, ce qu'elle risque de produire, les conséquences à tout point de vue. Et pour vous interroger ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. D'abord, donc, cette mort confirmée ce matin par Téhéran, la mort de l'ayatollah, du guide suprême l'ayatollah Khamenei. Écoutons, regardons cette séquence, annonce à la télévision d'État iranienne. Le guide et l'imam des musulmans, son éminence l'ayatollah Khamenei, sur la voie de la défense de l'exaltation du sanctuaire sacré de la République islamique d'Iran, a bu la douce et pure gorgée du martyr et a rejoint le royaume céleste suprême. Voilà donc cette annonce faite à la télévision d'État, Gilles Kepel, pas étonnant de voir ce présentateur en larmes dans l'état actuel des choses. Est-ce qu'on est vraiment à un tournant? Je ne veux pas faire comparaison n'est pas raison, mais est-ce qu'on est à un tournant comparable à la chute du mur de Berlin, par exemple? Alors oui, on est dans un tournant important. Ces images sont extraordinaires parce que vous avez cet homme qui pleure, effectivement, lui s'inscrit dans le dolorisme chiite, c'est-à-dire qu'il y a une véritable tradition dans le monde chiite de pleurer les morts, de pleurer les martyrs, comme est mort Hussein, sur lequel s'appuie le dogme chiite. Sur le vocabulaire, Ayatollah Khamenei, il a eu le titre à l'ancienneté, parce qu'il n'était pas vraiment Ayatollah, contrairement à Khomeini. Vous savez que dans le chiisme, il faut faire énormément d'études, c'est un peu comme à l'université. Et il n'a pas tous les diplômes. Voilà, disons qu'il était plutôt maître de conférence que professeur, si j'ose dire. Mais on l'a promu de par ses fonctions éminentes. Et c'est quelqu'un qui, finalement, contrairement à Khomeini, qui avait une vision, a été un serreur de vis, un dur, comme ça, c'est une chose importante. Alors oui, je crois que c'est très important comme étape. C'est vraiment une page qui se tourne parce que c'est une page qui commence en 1979, en février 1979, quand le guide revient de Paris, où il avait été accueilli à Naufle-le-Château à la demande du Shah, dit-on, et sous les auspices de Valéry Giscard d'Estaing, parfois mieux inspiré dans sa carrière, et qui, d'une certaine manière... d'accord avec Jimmy Carter, d'ailleurs, pour mettre fin au régime du Shah d'Iran. Parenthèse fermée. Là aussi, on regarde ça aujourd'hui avec un certain étonnement. Enfin, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passerait ensuite, certes, mais... Et ce qui est très frappant, c'est que, au fond, 1979, c'est le début véritablement de l'islamisme politique radical qui débouchera sur le terrorisme. Même sur le sol français, les premiers éléments de terrorisme, avant ceux qu'on évoque avec Jean-François Ricard dans le livre que vous avez eu la gentillesse de citer tout à l'heure, c'est un terrorisme que l'État iranien va organiser en France pour récupérer l'argent bloqué que le Shah avait mis ici, justement, pour le programme nucléaire, qu'on appelait Eurodif à l'époque iranien. Et à la suite de ça, le djihad en Afghanistan, qui est le grand moment du djihadisme mondial, est soutenu par les États-Unis, militairement, et financé par les pétromonarchies du Golfe, celles-là même qui sont en train de se faire bombarder aujourd'hui, pour essayer de faire un contrepoids au chiisme révolutionnaire. Et de dire aux musulmans du monde, ce ne sont pas les chiites qui sont vos défenseurs face à l'impiété mondiale, c'est nous, et vous allez voir, on va bouter les athées soviétiques hors d'Afghanistan. Ce qui se fera, et aboutira en 1989, à la chute du mur de Berlin quelques mois plus tard. Mais à quel prix? Au prix, si vous voulez, de cette espèce de spirale djihadiste,
Alors, on voit bien qu'au début, même s'ils sont chiites, les ayatollahs iraniens sont en fait très proches des frères musulmans. C'est la doctrine des frères musulmans de Hassan al-Banna et Sayyid Qutb. Alors, Khamenei, qui n'a pas fait de grandes études, mais quand même savait l'arabe, il a traduit 2 livres de Sayyid Qutb en persan. C'est eux qui vont leur donner cette idée d'islamisme politique. Et au fond, avec Al-Qaïda, ils s'entendront assez bien. Mais ensuite, c'est Daesh qui va les tuer parce que Daesh est salafiste. Pour revenir à l'actualité du week-end, le régime est décapité. Les principaux dirigeants ont manifestement été tués. Mais est-ce que le régime, par la même occasion, risque d'être renversé ou est-ce qu'il va se maintenir sous une forme ou sous une autre On n'en est pas encore là. Il est effectivement décapité au sens où la tête a été coupée. Et la tête, c'était effectivement le guide suprême conçu dans la Constitution, mais qui est faite sur mesure pour Khomeini. Et Khamenei n'est qu'un... il a duré beaucoup plus longtemps, mais on n'est pas au même niveau, si vous voulez. Qui est conçu pour faire tous les arbitrages. C'est lui qui avait le pouvoir final. Le président de la République, c'était un président soliveau, d'une certaine manière. 4e République, vous voyez, du type français. Mais là, on voit bien qu'aujourd'hui, la prise de décision du système est très handicapée. Et ce n'est pas seulement lui qui est mort. Ali Shamkhani, l'amiral Shamkhani, qui était son principal conseiller militaire, le grand chef des gardiens de la Révolution. Donc il y a eu un véritable massacre. Il y a une dizaine de personnes qui sont qui sont haut placées. Dans la première heure des frappes. Ce qui est très impressionnant, c'est que les Israéliens, dont on avait déjà vu au mois de juin 2025, qu'ils étaient, la guerre des 12 jours, qu'ils avaient des gens du Mossad un peu partout, donc ont eu à la fois une capacité de savoir où était non seulement Khamenei, mais où ils se réunissaient tous ensemble, apparemment dans sa résidence, qui semble ahurissant en termes de sécurité. Et aussi, hier soir, d'identifier. Ils avaient des gens sur place ou des gens qu'ils avaient stipendiés pour dire, oui, effectivement, ce cadavre, c'est l'ADN de Khamenei. Alors, quand on parle de la déstabilisation du régime décapité, certes, une strate de dirigeants liquidée aussi, est-ce que le régime, néanmoins, a de véritables assises populaires? Parce qu'on se dit qu'il y a un régime islamiste, mais nationaliste aussi. Il a des assises? Alors, il en avait, bien sûr, et c'est pour ça qu'il a tellement bien réussi à tenir pendant 37 ans, parce que, au fond, l'Iran, ce qu'on oublie en voyant l'état de délabrement du pays, est un pays extrêmement riche. Ce sont les 2e réserves de gaz du monde. Et malgré les sanctions américaines et l'embargo, vous avez 3 millions de barils par jour qui partent sur la fameuse flotte fantôme vers la Chine, à travers le détroit d'Ormuz, qui fait surtout passer du pétrole vers la Chine et l'Inde, d'ailleurs. C'est-à-dire que la fermeture du détroit d'Ormuz, dont nous menacent les passes d'Aran sur des bateaux tous les jours, je ne suis pas sûr qu'il fasse ça, parce que ça veut dire que la Chine n'a plus de pétrole. Or, la Chine, c'est quand même l'un de leurs rares véritables alliés. Les Russes. On ne les a pas entendus d'ailleurs, les Chinois. Voilà, on a eu une réaction de Moscou qui parle d'une aventure dangereuse qui menace la région de catastrophe. Par contre, pas de réaction de Pékin à date. Oui, parce que Moscou, lui-même gros producteur de pétrole, d'exportateur et de gaz, n'a pas besoin de l'Iran. L'Iran leur a donné des drones tuant des tueurs de civils en Ukraine. Mais la Chine, elle est prudente parce que sans le pétrole iranien, l'industrie chinoise aura du mal à nous apporter tout ce quoi nous sommes assis. Est-ce que la décapitation de ce régime, ça peut faire basculer c'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. J'allais y répondre, mais Mathieu m'a demandé d'aller sur une autre piste. Donc moi, je fais comme vous voulez, mais je vais répondre tout de suite. C'est intéressant parce que c'est pas parce qu'on a effectivement décapité, en tout cas neutralisé l'ayatollah Khamenei et son aréopage, que les choses vont se régler. On parle d'ailleurs d'une guerre longue. Les choses ne vont pas se régler en 5 minutes. Est-ce qu'on va avoir tout d'un coup un régime démocratique? C'est ça la question. Ça serait étonnant, en tout cas à la fin de notre émission. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le régime, donc on a parlé du pétrole, les deux sont liés, de toute façon. Voilà, le régime a utilisé son immense richesse pour acheter, disons, la classe moyenne et inférieure. Et c'est ce qui lui a permis de résister à beaucoup d'épreuves.
par exemple, quand il y a eu l'assassinat de Mahsa Amini en 2022, cette mal voilée, Bad Hijabi, comme on dit en persan, dans un commissariat, bien sûr, les femmes modernes, libérales et les Kurdes ont trouvé que c'était épouvantable, mais de toute façon, ce n'est pas des soutiens du régime. Là, ce qui s'est passé, qui est très important en janvier, c'est que ce sont des faillites dans les banques manipulées par les gardiens de la Révolution qui ont fait des pyramides de Ponzi, qui ont fait que la monnaie, le rial, s'est absolument effondré. Je ne sais plus, ils en sont 2 millions de rials pour $1, quelque chose comme ça aujourd'hui. Je n'ai pas suivi exactement jour le jour. Et que du coup, ça a précipité dans la misère une classe moyenne qui était justement celle qui soutenait le régime. Et donc là, les choses véritablement ont changé. On n'est plus dans la même conjoncture qu'avant. Donc moins d'appui pour le régime. Voilà, ils ont moins d'appui, mais ce qui reste très fort, c'est le corps des gardiens de la Révolution, dont les têtes sont tombées effectivement, qui, lui, est surarmé à la fois pour tuer sa population, on l'a vu, mais aussi pour mener les frappes dont on a parlé tout à l'heure et qui se déroulent en ce moment dans les pays du Golfe. Et en effet, vous le voyez sur ces images, sur ces news, ce sont les frappes encore sur Téhéran ce matin. D'autres frappes évidemment iraniennes sur plusieurs pays de cette région. On en parle bien sûr tout au long de ce grand rendez-vous spécial avec Gilles Kepel. À tout de suite. Grand rendez-vous sur Europe 1 et sur CNews avec le professeur des universités spécialiste du monde arabe, Gilles Kepel. La question qui se pose ce matin, c'est quelle solution d'avenir pour les Iraniens. On a beaucoup vu le fils du Shah d'Iran dans des mises en scène assez spectaculaires parfois. Et d'un autre côté, est-ce que, et c'est ce qu'on disait juste avant la pause publicitaire, c'est pas parce que les États-Unis frappent que le régime change tout d'un coup. On l'a vu d'ailleurs au Vietnam, en Afghanistan, on l'a vu en Irak. Récemment encore au Venezuela, les choses ne sont pas radicalement différentes. Je ne dis pas que ça n'a pas changé, mais elles ne sont pas radicales. Alors, quelle solution maintenant pour les Iraniens qui, encore une fois, étaient les premiers, la jeunesse iranienne était la première à espérer des frappes américaines qui étaient positionnées en mer d'Arabie et qui disaient « nous préférons mourir sous des bombes américaines que sous le régime des mollahs ». Et en plus, même si ça change, on ne sait pas vers quoi ça va, puisque on a le souvenir cuisant de l'Irak de Saddam Hussein, qui a donné Daesh, de la Libye de Kadhafi. Et là, en plus, on a 400 kilos d'uranium qui se promènent dans la nature. Et les fameux des négociations prévues en disant, voilà, vous ne changez... Les Iraniens avaient dit aux Américains, on ne change pas le régime, par contre... On s'engage sur les 400 kilos d'uranium enrichi. Mais si plus le régime serait affaibli, plus on ne saurait pas où c'est. Et qui plus est, vous avez l'Iran est un empire, que ce soit celui du Shah ou celui des mollahs, dans lequel vous avez une quasi-majorité de persanophones de langue maternelle, à quoi s'ajoutent des Baloutches, des Arabes, des Azéris, des Kurdes. C'est une mosaïque très difficile à mettre d'accord. Et donc, la perspective que le régime autoritaire s'effondre pourrait avoir pour effet, et c'est du reste la crainte d'un grand nombre de pays de la région, des forces centrifuges qui, à partir de ce moment-là, se feraient la guerre les uns aux autres, qui déborderaient sur le Golfe, etc. Mais avec une possibilité de partition ethnique ? Ça fait partie des choses qui se passent. Netanyahou, l'autre jour, quand il a salué le peuple iranien, a salué l'Iran avec toutes ses populations et il a fait la liste des composantes. Donc ça a dû faire un peu peur à un certain nombre de personnes. On l'a vu dans les manifestations à Paris, d'ailleurs, parfois en soutien à l'Iran. Vous aviez parfois des Kurdes qui venaient avec leur drapeau. Et les Iraniens persans disaient non, va-t'en de là, parce qu'il ne faut pas donner le sentiment qu'on se... Donc c'est l'une des inquiétudes, c'est la dimension centrifuge. L'autre, c'est... Alors, l'un des scénarios envisagés, mais qui semble mal se goupiller avec la situation actuelle, c'était qu'au fond, on se débarrasse des curés, comme on appelle les mollahs chez les Iraniens francophones. Juste, Gilles Kepel, pendant que vous continuez votre explication, je dis aux téléspectateurs de CNews qu'ils découvrent en direct les images ce matin de Tel Aviv. Ce sont les frappes iraniennes à Tel Aviv ce matin. Pardonnez-moi. Effectivement, oui, c'est impressionnant. Et donc, le problème, c'est que
faire une alliance aujourd'hui avec des pasdaran qui finalement deviendraient une sorte de régime militaire peu démocratique mais moins religieux, ça semble être d'autant plus difficile que les pasdaran sont aujourd'hui au front. Et ça serait quoi l'alternative alors, au régime actuel? Mais pour l'instant, on n'en voit pas. Visiblement, c'est l'état de l'affrontement qui est aujourd'hui la surenchère qui l'emporte. C'est-à-dire que hier, après quand même des frappes très spectaculaires... On le voit encore ce matin, et je dis aux auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas l'image de CNews, on voit cet immeuble entièrement dévasté, détruit par ces frappes iraniennes ce matin. On ne sait pas encore si c'est un immeuble d'habitation ou des bureaux, mais en tout cas, il reste absolument plus rien, juste des gravats et bien sûr les forces d'intervention autour de... Et en Iran, c'est pareil, parce que les Israéliens ont réussi à liquider Khamenei probablement dans les minutes. Le fils du Shah, qu'on a vu ressurgir alors qu'il avait disparu pendant des années, c'est une solution crédible ou c'est une figure qui est importante dans l'immigration. Je l'avais reçu il y a une dizaine d'années ou un peu plus à Sciences Po d'ailleurs, il parle parfaitement français. Mais pour l'instant, il n'a pas encore fait sa preuve. C'est les preuves qu'il est perçu par les populations iraniennes comme leur leader naturel. Et donc je crois qu'on est plutôt aujourd'hui, après ces frappes d'hier, qui ont dit un point, si vous voulez, pour les Américains et les Israéliens, aujourd'hui, les Iraniens essayent de faire le maximum, c'est-à-dire de taper sur les Émirats, sur Qatar, etc. Mais c'est quelque chose, et donc ça fait des choses aussi très spectaculaires, moins que ce qu'on voit à l'écran, mais ce qui est frappant, c'est que vous alliez à Qatar ou aux Émirats ou à Dubaï, parce que c'était la sécurité absolue, vous pouviez en plus ne pas payer d'impôts, et il faisait soleil, etc. Là, l'image est en train de se transformer, et les problèmes sécuritaires des pays du Golfe vont prendre désormais une ampleur considérable. Donc aujourd'hui, c'est le jour où les Iraniens s'efforcent de taper plus fort. Et les Israéliens, et Trump également ont annoncé, si vous croyez qu'on va se laisser faire, et effectivement, l'armada, la capacité offensive des États-Unis et d'Israël est très largement supérieure. Mais ça veut dire de passer à un stade au-dessus qui va de plus en plus vite pour, d'une certaine manière, incapaciter les possibilités de frappe iranienne sur les pays du Golfe qui commencent à s'inquiéter énormément. Ce sont des pays qui sont très fragiles en termes sécuritaires, qui vivent sur des réservoirs de pétrole et sur des réservoirs d'argent. L'un des éléments, c'est de se dire que l'Iran a absolument besoin de Dubaï et des autres pays parce que c'est là qu'il se fait une grande partie de leurs relations économiques avec le reste de la planète, de manière plus ou moins visible. Mais il me semble qu'aujourd'hui, le sentiment de deuil, de vengeance, etc., est tel dans l'establishment politique et militaire iranien qu'ils sont même prêts à faire l'impasse. En tout cas, je signale qu'il y aura une marche des Iraniens aujourd'hui à Paris de 15h à 19h, départ place de la Bastille jusqu'à la place des Pyramides. Alors, justement, on parle de la transition en ce moment, on parle de ce qui reste du régime, peut-il tenir pour avoir des comparaisons historiques dans l'esprit du commun des mortels qui n'est pas familier comme vous avec tout cela, est-ce qu'on peut dire que les gardiens de la Révolution sont au régime iranien, ce qui était les SS d'une certaine manière pour le Troisième Reich, c'est-à-dire le pilier idéologique du régime qui le structure à tout prix et qui peut même survivre théoriquement à la mort du chef? Oui, probablement, oui. C'est-à-dire qu'ils sont coupés du reste de la société. Ils ont leur armée. Vous savez, il y a une autre armée qui s'appelle l'Artèche, qui est l'armée de conscription d'une certaine manière, qui est beaucoup moins bien armée, qui a beaucoup moins d'armement, je veux dire. Et donc, eux sont dans une fidélité absolue et surtout ont bénéficié de prébendes extraordinaires qui, justement, ont fait scandale au début de l'année et qui ont causé les manifestations. Donc, ceux-là sont prêts à tout parce qu'en plus, ils ont été ceux qui ont tiré dans les yeux des manifestants. Et si jamais ça bascule trop fort, il va y avoir des règlements de compte. Donc la résistance, par exemple, à l'avènement du fils du Shah ou d'une élite de remplacement démocratique qui naîtrait dans les suites des bombardements, c'est cette frange du régime qui va se mettre jusqu'à la dernière seconde? Les gardiens de la Révolution, effectivement, sauf si certains d'entre eux décident et ont la capacité de basculer
avec armes et bagages en disant de toute façon c'est foutu, parce qu'il faut bien voir qu'il est très difficile d'envisager que le régime iranien puisse survivre en termes d'armement. La Chine est très embêtée, les Russes regardent ça avec prudence et leurs stocks d'armement vont s'épuiser. Ils espèrent le faire durer le plus longtemps possible parce qu'ils se disent plus ça avance, plus ça sera compliqué pour Trump parce que les midterms arrivent et sa popularité n'est pas terrible. Mais je crois que c'est pour ça... Ils ont quand même aussi l'arme du pétrole, parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient bloquer le détroit d'Ormuz, par lequel transite quand même 20% du pétrole mondial. Oui, mais elle est très ambivalente, cette arme du pétrole, parce que ça, c'est du pétrole qui va chez les Chinois, c'est-à-dire qui va chez leurs principaux alliés. Il n'y a quasiment pas de pétrole que vous consommez dans votre voiture qui passe par le détroit d'Ormuz aujourd'hui. Et les Américains non plus, ils sont exportateurs, vous voyez. Donc, on est un peu dans une course de vitesse. C'est pourquoi il me semble que, parce que les Israéliens et surtout les Américains n'ont pas énormément de temps devant eux, Netanyahou aussi a une réélection éventuelle. Non, ça c'est qui sont là. Ça, c'est pour Trump, mais Netanyahou a aussi une échéance électorale. Mais pour Netanyahou, c'est plus simple. Parce que, effectivement, la destruction de la République islamique pour lui, ça vaut le blanc-seing de tout ce qu'on peut lui reprocher pour son incapacité à prévoir le 7 octobre. En revanche, pour Trump, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a l'inflation aux États-Unis, les ouvriers qui avaient voté pour lui ne voient plus l'intérêt, les Latinos considèrent que l'ICE dans le Minnesota les menace, les Noirs se sentent... Le front anti-Biden... Il avait promis qu'il n'y aurait plus de guerre. Et il y avait promis qu'il n'y avait plus de guerre. Ça se compte en trillions de... Voilà, ses ennemis passent leur temps à exhumer ces tweets qui disent « jamais la guerre, ça c'est les démocrates, c'est Sleepy Joe, etc. » Et donc, il y a une course de vitesse qui s'engage et il me semble que on devrait voir dans les jours qui viennent une accélération de la violence pour essayer de faire basculer le régime iranien qui va répliquer. Cette accélération, vous la voyez déjà avec ces images en direct de Dubaï, avec ces attaques iraniennes sur les pays du Golfe. On craignait un embrasement généralisé. On va voir si ça se conduit vraiment, si on conduit vers ce scénario. Vous voyez à l'image de l'aéroport, j'imagine, aux Émirats arabes unis. Et puis... juste avant, on voyait des frappes également sur Tel Aviv. On signale également une nouvelle frappe à 30 km de Jérusalem. Ça veut dire évidemment que c'est un embrasement, cet embrasement que l'on craignait et qui arrive. On va en parler dans un instant. Vous êtes sur CNews, sur Europe 1, c'est le grand rendez-vous. Nous sommes avec Gilles Kepel, à tout de suite. Suite du grand rendez-vous avec Gilles Kepel, professeur des universités, spécialiste du monde arabe et je le rappelle, auteur de Antiterrorisme, la traque des djihadistes. Vous avez coécrit ce livre avec Jean-François Ricard, c'est publié chez Plomb. Vous venez dans une actualité brûlante qui est celle de la riposte iranienne sur plusieurs pays du Golfe, dont bien sûr Israël également, des frappes iraniennes en Israël ce matin, des frappes également en Jordanie, au Qatar, à Bahreïn, dans les Émirats arabes unis. Il y a eu des frappes comme ça qui continuent encore ce matin. Ces frappes, est-ce qu'elles conduisent vers ce scénario qu'on a craint d'embrasement, de guerre régionale, d'embrasement généralisé? Alors, je crois que les gardiens de la Révolution, qui sont aux manettes pour envoyer ces projectiles, sont engagés dans une course de vitesse avec les Américains et les Israéliens. C'est-à-dire, plus ils infligent des dommages qu'ils espèrent insupportables aux pays du Golfe, plus ils pensent que ces pays du Golfe, désemparés, vont se tourner vers les Américains en disant « stop ». Chacun a donné 1 000 milliards de dollars à Trump pour sa cassette personnelle ou pour le budget de l'État. Et ils ont quand même, ils peuvent être pris au téléphone à la Maison-Blanche, vous voyez. Donc je crois que c'est ça qui se joue d'un côté. Les dégâts sont peu importants pour le moment. Pour l'instant, oui, mais on en parlait pendant la pause là, avec Pierre. Vous avez l'habitude de faire des duplex avec Tel Aviv. Vous n'avez pas l'habitude de faire des duplex avec Dubaï, où les gens n'ont pas trop envie des fois qu'on sache qu'ils sont là-bas, et qui là vous racontent ce qui se passe. Alors, mais c'est pas les mêmes. On voit les immeubles iraniens qui sont touchés, etc. Là, vous avez autre chose. C'est le monde de demain. C'est
l'architecture des plus grands architectes du monde à Dubaï, les choses les plus chères, la part des mètres carrés à je ne sais quel prix. Vous pensez que les Émirats peuvent dire à Trump, bon, bah, ça va 5 minutes, maintenant que vous avez eu Khamenei, il faut rentrer à la maison? Ou bien alors augmenter la pression et débarrasser-nous-en le plus vite possible. Mohamed Ben Salman qui a le premier réagi, qui appelle à la désescalade. Est-ce qu'on peut dire, Gilles Kepel, que Mohamed Ben Salman joue un rôle crucial dans toute cette zone du monde et qu'il est écouté? Alors bien sûr, parce que son pays, par rapport aux autres, a 35 millions de personnes à nourrir. Et l'Arabie saoudite se trouve dans une position un peu plus difficile parce qu'ils se sont engagés dans des investissements somptuaires. Ils sont aujourd'hui en train de baisser ça considérablement parce que le projet de Neom ça devait être une ville de 127 km de long et réduite à rien du tout. Et puis le prix du pétrole est resté assez bas. Là, il est monté un peu plus de $70, je crois, aujourd'hui. Mais il a passé l'année à 50-60 $. Pour que le budget saoudien soit bouclé, il faut que ce soit du 95 $. Le budget iranien, 120 $. Donc, tout ça, ils ne sont pas dans une forme extraordinaire. Et, si vous voulez, l'Eldorado saoudien, aujourd'hui, c'est plus exactement ça. Alors, c'est toujours le cas aux Émirats, à Qatar, etc. Il y a été toute petite population, beaucoup de cash parce que beaucoup de pétrole et puis beaucoup d'argent investi, si vous voulez. Mais effectivement, ils sont aujourd'hui en train de se demander ce qui se passe. Je pense qu'ils prient pour que ça, ou ils prient Trump, pour que ça aille le plus vite possible et pour liquider le système iranien le plus vite possible. Mais si ça ne se passait pas, ils veulent essayer d'éviter la casse. Alors, on le voit sur les images de CNews, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, ces bombes et en tout cas ces attaques iraniennes sur Dubaï précisément. Mathieu Bocoté. Alors, la raison pour laquelle, un peu partout en Occident et ailleurs, il y a tant d'espoir probablement dans la chute du régime, c'est que 1979, la prise du pouvoir, bon, c'est le début d'une certaine manière pour certains de l'expansion de l'islamisme conquérant, de l'islamisme mondial. Est-ce que la chute du régime aujourd'hui, demain, après-demain, pourrait représenter, presque en sens inverse, une récession, une décomposition à court et moyen terme de l'islamisme tel qu'on l'a connu? Alors, une récession, certainement, même si les Iraniens étaient surtout présents dans les activités djihadistes de diverses sortes, anti-israéliennes. Ils n'étaient pas présents dans le djihadisme européen, si vous voulez, ce n'était pas leur affaire. Et même, surtout ces dernières années où c'était Daesh tuait des chiites avec encore plus de plaisir qu'il ne tuait des Français, si vous voulez. Donc, effectivement, ce qui va changer, c'est que la dimension conquérante de l'islamisme politique, c'est-à-dire le monde nous est ouvert, on n'a jamais connu de recul, ça serait, en termes psychologiques, ça serait effectivement... Il y a eu la chute de Daesh quand même, déjà. Oui, mais la chute de Daesh, il n'y avait pas un État avec, vous voyez. C'était un réseau, c'était bien sûr très important, surtout quand ça a fini à Barouz, à la frontière en 2019. Mais là c'est un véritable État qui s'est mis au service d'une opération terroriste. Et ça changerait évidemment considérablement les choses. Mais l'influence de l'islamisme version de l'Iran, c'était autour d'Israël, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une séquence néanmoins ces 40 dernières années où ils étaient exportateurs d'islamisme au-delà du cas d'Israël? Oui, ils étaient exportateurs d'islamisme, mais ça n'a pas toujours très bien marché. Ils ont été assez importants, si vous voulez, paradoxalement, pour produire ce qu'on appellera maintenant l'idéologie islamo-gauchiste. Puisque, au départ, vous vous rappelez que Michel Foucault est allé faire l'éloge du saint homme, Khomeini, il avait une relation d'épectase avec lui d'une certaine manière. Et ensuite, ils ont pas mal déchanté, mais vous avez par exemple un Iranien qui avait étudié en France, Ali Shariati, qui avait traduit les textes anticolonialistes de Frantz Fanon, ce psychiatre qui était avec le FLN, en termes coraniques, c'est-à-dire oppresseur, ça devenait mustakbirin, le terme coranique qui désigne le pharaon, et opprimé, mustadafin, c'est-à-dire ceux qui désignent les pauvres et les petits, vous voyez. Et donc c'est quelque chose qui a beaucoup contribué à fabriquer ce qui va devenir ensuite l'idéologie, enfin c'est le mélange du tiers-mondisme et de l'islamisme qui aujourd'hui a abouti à fabriquer le décolonialisme, c'est fourni le carburant, si j'ose dire,
au décolonialisme et au wokisme. Et effectivement, ça c'est un vrai enjeu. Et tout à l'heure, vous parlez à l'instant de Michel Foucault, tout à l'heure on parlait de Valéry Giscard d'Estaing, on a brièvement dit qu'il s'était, entre guillemets, arrangé, ou en tout cas il y a eu des pourparlers avec Jimmy Carter pour mettre fin au régime du Shah. Ça n'était évidemment pas du tout en connaissance de cause, puisque vous venez de le dire, ils ont déchanté après, vous venez de dire ça. À aucun moment, Valéry Giscard d'Estaing ne pensait qu'il va y avoir cette idéologie islamiste, terroriste, qui allait s'installer dans les pays occidentaux. Et d'ailleurs, cette question se pose aujourd'hui. Est-ce que là, puisqu'on voit les frappes, notamment à Tel Aviv, on voit cet immeuble entièrement détruit avec les forces de sécurité autour, est-ce qu'il va y avoir à nouveau une importation de ce conflit? Est-ce que ça va attiser la haine islamiste à l'intérieur, en Europe et notamment en France? Quand on voit par exemple Rima Hassan qui a ce tweet totalement abject qu'on va peut-être pouvoir voir à l'écran, l'Iran a le droit de se défendre, Israël a le droit de la fermer. Quand M. Mélenchon dit que c'est la négation du droit international, est-ce que là encore, il y a une récupération politique à des fins, là en l'occurrence électorales prochaines, et surtout on attise la haine islamique? Oui, c'est exactement, c'est la continuation de ce que je venais de vous dire juste avant, c'est-à-dire qu'en fait le décolonialisme et le wokisme sont l'enfant tardif, d'une certaine manière, de la révolution islamique iranienne, avec ce mélange entre gauchisme, tiers-mondisme et islamisme à l'époque. Vous voyez, les moudjahidines du peuple, par exemple, c'est une sorte de mixte entre islamisme et marxisme qui ensuite... Mais on est d'accord, Gilles Kepel, ce que dit Rima Hassan, là, c'est très grave. L'Iran a le droit de se défendre, Israël a le droit de la fermer. Elle est assez coutumière de ce genre d'expression. Oui, bien sûr. Comment est-ce que le spécialiste que vous êtes, le professeur des universités, réagit quand vous voyez le tweet, je rappelle, d'une eurodéputée? Le professeur des universités ne peut plus l'être, comme vous le savez, puisqu'il est parti de l'université, car sous la pression wokiste, il ne pouvait plus s'exprimer. Donc ça ne m'étonne pas vraiment. Dans une université où le grand amphi-Boutmi, où je faisais cours pendant des dizaines d'années, a été renommé Amphi Gaza pour donner la parole à Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez. Donc tout ça, le relais de Pierre justement sur ce thème, est-ce qu'on peut dire que par exemple, je ramène ça dans des catégories françaises, pour une gauche tendance LFI, pas spécialement Mme Hassan, une gauche tendance LFI, est-ce qu'on peut dire que l'Iran, dans leur système mental, l'Iran des mollahs, était un régime qui résistait à l'impérialisme occidental? Donc de ce point de vue, est-ce que finalement pour eux, l'Iran était un régime connoté positivement malgré tout ce qu'on fait lui reprocher? Ce que vous voulez dire, est-ce qu'on risque surtout un phénomène post-7 octobre? Est-ce que finalement, pour la j'ai bien compris. L'Iran est une puissance anticoloniale comme les autres? Oui, elle l'est certainement, même si Mélenchon a tout à l'heure expliqué que Khamenei était le bourreau du peuple iranien, mais ça c'est peut-être une formule de style. Mais ce qui était frappant, c'est que le 7 octobre, tout le monde a été horrifié. Et ensuite, la réaction israélienne, la guerre d'anéantissement à Gaza, les 70 000 morts, ont créé un mouvement de balancier de l'autre côté à fond, dont Rima Hassan est le produit, si vous voulez, politique. Il n'est pas impossible, effectivement, que plus les bombardements sur l'Iran continuent, par Israël et par les États-Unis, et plus une partie de la gauche radicale, par haine antisioniste et anti-impérialiste, ne se porte au secours, effectivement, de la République islamique. Et ça se traduit comment? Par une force de frappe ici sur le territoire français? Non, ça veut dire que c'est une manière si vous voulez, Il y a quand même eu les 30 000 morts du mois de janvier, là c'est quand même difficile, non? Mais oui, mais vous savez, il y a eu aussi les... 30 000, c'est la fourchette basse, parce que... Il y a eu le massacre des manifestants. Oui, mais c'est vrai, mais il y a eu aussi le massacre des Israéliens et des otages. Et donc, à partir du moment où on connote d'une manière politique les morts entre bons morts et mauvais morts, on va dire, je ne m'étonnerai pas qu'on voit ça dans les jours qui viennent, certes le régime, mais ce n'est pas le régime, ce sont les Iraniens, les civils innocents. Et le régime iranien a commencé à le faire en axant sa communication sur les bombardements d'hier à propos de l'école de jeunes filles où 80 personnes auraient été malheureusement tuées. Gilles Kepel est l'invité du Grand Rendez-vous. On revient dans un instant. À tout de suite sur CNews et sur Europe 1.
Dernière partie du grand rendez-vous européen CNews Les Échos avec le professeur des universités spécialiste du monde arabe Gilles Kepel. On a vu les images en direct tout au long de cette émission, notamment les frappes iraniennes à Tel Aviv et également dans la région de Jérusalem. Pendant ce temps, Emmanuel Macron a eu cette phrase que je vous demanderai de commenter, Gilles Kepel. La France a été ni prévenue ni impliquée. Il dénonce une escalade dangereuse. Est-ce que, une fois de plus, la France n'est pas spectatrice d'un conflit qui surtout implique les États-Unis, Israël, les grandes puissances face à une Europe et notamment une France affaiblie? Pas seulement la France, mais comme vous venez de le dire, c'est l'Union européenne dans son ensemble qui est aujourd'hui absente sur le plan international, à la fois parce que la concentration d'armement demandée est quelque chose que l'Europe ne peut plus faire. Vous avez vu que même le projet d'avion franco-allemand a du plomb dans l'aile, si j'ose dire, le SCAF. Et si aujourd'hui nous n'avons plus au niveau de l'Union européenne de capacité militaire commune, dans un monde où les affrontements vont être de plus en plus forts, où la boule, le démolisseur de l'ancien promoteur immobilier Trump, ça s'exerce partout, alors on risque de ne plus avoir beaucoup de voix dans le monde et d'être transformé en un lieu de muséographie. Donald Trump qui menace d'une riposte sans précédent en cas de représailles iraniennes. Emmanuel Macron, il faut que la voie diplomatique soit privilégiée, ce qu'il dit. Manifestement, Donald Trump avait exploré un peu cette voie parce qu'il y avait des négociations en cours entre les États-Unis et l'Iran. Il y a mis fin. Est-ce que la voie diplomatique, c'est encore possible ? Alors, la voie diplomatique telle qu'elle avait été mise en œuvre avec les pourparlers omanais rappelle furieusement ce qui s'était passé avant. C'est-à-dire, juste avant la guerre des 12 jours, il y avait aussi des pourparlers à Oman, à l'ambassade, cette fois-ci, ce n'était pas de Genève, mais d'Italie, des Omanais. Et la frappe américaine et israélienne avait suivi juste une fois que les valises avaient été fermées. Donc je crois que c'était quelque chose qui était dû au fait que chacun des adversaires voulait gagner du temps à ce moment-là. Mais ils n'y ont jamais véritablement cru, me semble-t-il. Mais cela étant, il va bien falloir discuter, il va bien falloir sortir de l'impasse pour discuter, mais le temps de la diplomatie, il ne peut venir qu'une fois que les canons se sont tus. Et la diplomatie entérine le changement d'un rapport de force qui s'est produit sur le terrain. Je crois que c'est illusoire de s'imaginer qu'on va envoyer des diplomates aujourd'hui, parce que pour l'instant, ce sont les généraux qui parlent. Alors, vous l'avez probablement noté hier dans son discours, son allocution de 8 minutes environ, Donald Trump, avec sa casquette dans son esthétique si caractéristique, a utilisé deux mots qui n'appartenaient pas à son registre. Regime change. Donc, le regime change, le changement de régime, ça faisait partie de l'imaginaire, surtout néoconservateur. Oui. Trump n'a jamais été un isolationniste, mais se refusait jusqu'à présent de mener des opérations autrement que très ciblées. Donc l'idée du changement de régime, c'est nouveau dans sa doctrine. Comment comprenez-vous ce basculement? Est-ce que Trump intègre sa part de néoconservatisme de manière inattendue? Oui, parce que ça a coûté très cher au Bush. Et précisément, dans l'équipe Trump, il n'y avait pas du tout de néoconservateurs. Moi, j'avais travaillé sur ce phénomène autrefois. J'ai connu un certain nombre de néoconservateurs américains. La dernière fois que j'étais aux États-Unis, ils étaient tous dégoûtés parce que Trump ne voulait même pas les prendre au téléphone. Or là, visiblement, il est en train d'essayer de réutiliser les vieilles casseroles, si vous voulez, pour faire sa tambouille politico-militaire. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement risqué pour lui, parce que sur le plan intérieur, ça ne paye pas vraiment. Il n'a pas été élu pour ça, en plus. Il est effectivement en contradiction avec son programme. Vous me direz, ça n'est pas la première fois qu'il est en contradiction avec son programme. Mais là, lui-même joue très gros. Les Iraniens, bien sûr, jouent très gros. Le régime joue sa survie. Celui qui sent, d'une certaine manière, qui aujourd'hui s'en tire plutôt le mieux temporairement, c'est Netanyahou. On l'a mentionné tout à l'heure, parce que liquider Khamenei, quelqu'un dont l'objectif, l'obsession, c'était détruire Israël, c'est quelque chose, évidemment, qui paye électoralement pour lui. Mais pour Trump, même si mort à l'Amérique, il s'en fiche que les Américains. Mais il est au cœur d'un dilemme, Donald Trump, parce que vous avez raison de dire que
les électeurs, en tout cas ceux qu'on appelle les électeurs de la Rose Belt, le gros de l'électorat de Trump ne veut absolument pas voir les enfants partir à la guerre, oui. les enfants mourir au combat, comme ça peut être le cas si le conflit s'intensifie. Ça ne va pas se terminer uniquement, on y pense, à partir de 2 porte-avions, mais il y aura sans doute des combats au sol, c'est à voir, et vous allez me dire ce que vous en pensez. La deuxième chose, c'est que Donald Trump veut être, je parle sous votre contrôle, le président qui parle et qui agit contrairement à un de ses grands ennemis démocrates, qui était Barack Obama, qui parlait beaucoup, qui n'agissait pas forcément. Oui, alors ça, c'est sortir par le haut. C'est son obsession. C'est aussi quelque chose de très complexe, parce que ça passe également par l'occultation d'un certain nombre de faits. Vous voyez, alors, on n'a pas parlé de l'affaire Epstein. Alors, je ne vais pas exercer divers exercices de prononciation surtout sur son nom, bien sûr. Ça serait malvenu. Voilà, mais ce qui est quand même frappant, c'est qu'il sort toutes les pièces qui fragilisent ses adversaires. Mais pour l'instant, le ministère de la Justice de Mme Pam Bondi, qui agit sous ses ordres, ne sort absolument rien qui le concerne lui-même, si vous voulez. Donc, il est un peu dans cette situation où, d'une certaine façon, on a l'impression qu'il a très peu de planification. Il agit par une succession de coups, vous voyez. Alors, le Venezuela... Comme c'est le cas d'ailleurs dans les deals oui, c'est ça privés entre banques. Oui, c'est souvent comme ça que ça se passe. Ça reste un agent immobilier. de dérivation qu'il est en train de faire là, Non, mais c'est-à-dire c'est encore toujours la même chose, le promoteur immobilier qui menace l'autre pour récupérer le terrain pas cher, etc. Et on a l'impression... Mais vous dites qu'il est dans une situation politique intérieure difficile. Oui. Est-ce que ça serait un moyen pour lui de rebondir, cette opération, si elle réussit, elle réussit. Il faut vraiment qu'elle réussisse, parce que comme Pierre vient de vous le dire, sa base n'en veut pas, même si elle réussit, et si cette réussite suppose que des boys... Ah, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que même s'il réussit, c'est-à-dire que ça n'écraserait pas les Epstein Files, et ça n'écraserait pas cet électorat très très fort de la Rose Belt qui dit nous on veut surtout pas faire de la guerre, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour l'argent, parce que encore une fois ça se compte en milliers de milliards de dollars, ce qu'on appelle les trillions aux États-Unis. Oui, et puis vous avez vu, vous vous souvenez peut-être au moment de l'Irak, en fait on n'a pas tant envoyé de soldats que ça, mais plutôt des agents de contracteurs, contractors, c'est-à-dire c'est ceux qui avaient justement attaché les prisonniers irakiens à des laisses nus, etc. Des mercenaires, en fait. Comment ? Des mercenaires. Oui, des mercenaires. Alors, avec aujourd'hui, du reste, il faut le dire, une extension du champ des mercenaires dans un certain nombre de pays, qui sont des mercenaires étrangers, notamment d'Amérique du Sud, dans un certain nombre de pays, Russie aujourd'hui, et en Amérique, parce que ça évite de poser le lien, justement, que faisait Pierre, le lien électoral entre le fait de faire la guerre et le fait que ce soit les enfants de vos électeurs qui vont se faire tuer. Mais est-ce que le vrai test pour Trump, pour ne pas basculer complètement dans une forme de néo-conservatisme, est-ce que c'est pas la question des troupes au sol? C'est-à-dire, comme il dit hier, il dit on bombarde, c'est la chance donnée aux Iraniens de se soulever, mais ce qu'on comprend derrière ça, c'est que je n'enverrai pas de troupes au sol. Voilà, et il est très attentif, sa communication, c'était pas un mort américain. Tout en disant que des soldats américains allaient probablement mourir. Oui. Il annonce en fait des morts américains dans son discours de 8 minutes en disant c'est presque inévitable, parce qu'il en est ainsi avec la guerre. Ils seront des héros, mais en petit nombre. En même temps trumpien, en fait. Si l'on peut dire. Si vous osez dire. On découvre voilà. C'est quand même. Et qu'est-ce qui a fait basculer Donald Trump? Mathieu en parlait, là, il y a quand même un changement de régime, c'est quand même nouveau, ça, dans la oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui l'a fait changer de... Je crois qu'il y a eu quand même une forte pression de M. Netanyahou, qui s'est rendu plusieurs fois aux États-Unis avant le début de l'opération, avec une très grosse inquiétude israélienne que finalement Trump se fasse avoir par les Iraniens qui allaient dire « bon, allez, on ne fait pas de nucléaire ». Depuis des décennies, l'Iran dit « non, nucléaire, c'est pour l'enrichissement ». Lui-même, dans cette affaire, n'a pas été très clair. Vous savez, en 2018, il avait fait retirer les États-Unis du traité nucléaire qui faisait JCPOA, oui, signé le 14 juillet, justement, 1995, qui permettait à l'époque aux Occidentaux d'intervenir
en Syrie et de bombarder Daesh. Et pour intervenir en Syrie, qui était à l'époque allié avec l'Iran, il fallait faire un deal avec l'Iran. Tout ça est tombé, Trump n'y a pas cru et il n'y a plus d'inspecteurs. Du coup, les Iraniens ont effectivement enrichi du nucléaire à dimension militaire. Donc on a l'impression que c'est une stratégie politique qui fonctionne par une accumulation de tactiques, mais que le fil directeur global, c'est celui que vous avez dit, c'est-à-dire on fait un deal et puis un autre, et puis on s'enrichit, avec ce phénomène tout à fait extraordinaire, c'est qu'il a, d'après les gazettes, gagné 1,4 milliard, et non pas trillion, 1 milliard seulement de dollars, à titre personnel, puisque on fait un cadeau aux États-Unis, mais l'avion que lui ont offert le Qatar, il peut le garder après pour aller à Mar-a-Lago. Une attaque conjointe avec les forces israéliennes, donc évidemment sur les coûts de l'opération, c'est aussi diminué. En parlant d'argent, Trump voit toujours de l'argent quelque part. On parlait rapidement tout à l'heure du pétrole. Il y a le pétrole, les gisements. Est-ce qu'il y a encore un contrôle possible par les États-Unis d'une partie des gisements pétroliers iraniens? Alors ça, c'est peut-être envisageable. Aujourd'hui, les États-Unis... Comme avec le Venezuela, en fait, c'est ça le schéma. Alors, mais en même temps, ça a été beaucoup dit. Il faut bien voir que le pétrole vénézuélien, comme le pétrole canadien, c'est d'énormes réserves. Simplement, les coûts d'exploitation sont gigantesques. Ce sont des pétroles très lourds qui demandent des investissements. Du raffinage. Voilà, du raffinage énorme. Mais aujourd'hui, surtout, ce qui a changé la donne et ce qui fait que les cours sont restés relativement bas et même là n'ont pas bondi autant qu'on aurait pu s'y attendre, c'est la masse du pétrole venant de la fracturation hydraulique, le fracking, qui est interdit en Europe, américain, le fameux drill, baby drill, fort bébé... le forage, oui. Fort, mon chéri ou ma chérie, fort, puisque c'est ça qui fournit aujourd'hui une masse énorme de pétrole. Donc il y aurait un trop-plein de pétrole si jamais... Oui, voilà. Il y en a beaucoup. Après, on peut toujours le revendre. Ça, c'est l'art du deal de Trump. C'est juste, mais plus on en vend, moins c'est cher. Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'avoir été l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Je rappelle votre dernier ouvrage, Antiterrorisme, la traque des djihadistes, coécrit avec Jean-François Ricard chez Plomb. Et bien sûr, suivez-nous sur CNews et sur Europe 1.